Bonjour à tous, c'est Crypto Kaiser, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Kaiser News. Comme d'habitude, nous allons voir les tendances crypto, les cryptos qui performent, les cryptos à potentiel, etc. C'est vrai qu'on a un petit retour de flamme là par rapport au marché, on revient dans le contexte un petit peu morose après notre fameux pump. Donc on va analyser tout ça, mais il y a quand même quelques cryptos qui performent bien, dont une dont j'aimerais bien vous parler, donc je vous propose de démarrer dès maintenant. Allez, on y va. Alors avant toute chose, je voulais évidemment vous remercier pour votre soutien, vos likes et vos commentaires. Franchement, c'est vraiment top. Avec mes contenus et avec votre soutien, je pense que la chaîne pourra vraiment partir dans le firmament. Donc je compte sur vous, continuez comme ça, c'est vraiment super. Sinon, pour le reste, le Bitcoin, le cours actuel, donc on est en dessous des 26 000 $, 25 916 $. Ça, c'est vraiment pas top. Ethereum, 1639 $. Donc c'est ce qui s'appelle un ascenseur émotionnel. On a eu un beau pump et juste derrière un dump. C'est pour ça que je m'intéresse toujours aux clôtures. Parce que tout ça, ça reste du bruit et que ça sert à rien de s'affoler, il faut vraiment attendre les clôtures. Et donc là, forcément, on a eu l'exemple là typique. On va y revenir juste après dans les graphes. Donc la capitalisation à la clôture, c'est-à-dire à 1 h du matin, elle est de 1090 milliards de dollars, moins 3,31% sur le marché crypto global. C'est une sacrée claque. Et surtout que la veille, on avait déjà eu moins 1,57%. Donc là, c'est vrai que c'est un peu tendu. Bitcoin, moins 4,42% versus moins 1,47% la veille. Côté répartition, c'est le Bitcoin qui a le moins bien performé avec moins 4,42%. Derrière l'Ethereum avec moins 3,14%. Et ensuite les altcoins qui comprend, je vous le rappelle, les cryptos moins le Bitcoin et l'Ethereum avec moins 1,91%. Le Bitcoin ayant moins performé, forcément au niveau de la dominance, ça se ressent avec du coup cette mèche verte, un seul résidu qui reste du pump qu'il y avait eu. Donc maintenant, la dominance du Bitcoin repart vers le sud. Encore une fois, c'est ce que nous escomptions, mais pas dans ces conditions. Nous aurions aimé que plus de capitaux rentrent dans les cryptos en général et plus sur les altcoins que dans le Bitcoin, ce qui aurait fait exactement la même chose avec une baisse de la dominance. Mais par contre, côté portefeuille crypto, nous aurions été bien mieux. Allez, je continue avec le Fear and Greed. Donc là, on a eu pareil, un ascenseur émotionnel, on le voit ici, donc dans le sentiment crypto sur les 200 derniers jours, on a eu notre fameux pump et dump, donc nous sommes revenus à 40, c'est-à-dire que nous avons perdu 12 places. Forcément, le sentiment était beaucoup plus euphorique lorsque nous avons eu notre fameux bond dû à Grayscale et compagnie, je l'ai expliqué dans mon dernier Kaiser News. Là, avec la nouvelle qu'on a eue de la SEC, je vais vous l'expliquer tout à l'heure, on revient dans le bas de notre range, le range étant entre les 38 et les 68. Donc avec quand même une petite tendance légèrement baissière dans le sentiment depuis 200 jours. Voilà, donc espérons quand même que ces supports-là tiennent bien et qu'on puisse après tranquillement remonter. Peut-être pas d'un coup comme on a eu, mais plutôt voilà, en grinder légèrement, c'est toujours mieux, c'est moins épidermique et donc c'est toujours plus stable. On construit des supports, on construit des niveaux. Là, quand on monte d'un coup comme ça, forcément derrière ça peut repartir à la cave et c'est ce qui s'est passé. Allez, je continue maintenant avec le fameux Rainbow BTC. Pour rappel, nous sommes vendredi et le vendredi, on a un peu plus d'écran dans les Kaiser News que le mardi. Notamment, nous avons le Rainbow BTC qui est une représentation graphique des cours du Bitcoin où nous voyons très bien les alternances de bull run, bear market, bull run, bear market, bull run, bear market, bull run, et là malheureusement bear market. Enfin malheureusement pas tout à fait parce qu'avant chaque bull run on a un bear market, donc il faut bien un bear market pour avoir quelque part un bull run. Donc c'est un mal pour un bien, j'ai envie de vous dire. Et surtout que nous sommes pas mal avancés, nous en sommes quasiment en 3 quarts, vous voyez. Donc il reste à peu près un quart jusqu'après le prochain halving. Pour rappel, nous avons les halvings d'ailleurs ici, ils sont tous espacés de 4 ans. Le prochain aura lieu en mars et avril 2024, et en toute logique, c'est après ce halving que nous espérons avoir une amorce du futur bull run. Comment sera ce bull run? Alors, si il s'avère que, d'après mon plan, les ETF Bitcoin Spot sont effectivement validés par la SEC, ce qui est loin d'être gagné, je vous le dis, mais si jamais c'est le cas, alors nous aurions les institutionnels, enfin plus d'institutionnels, parce qu'il y en a déjà qui achètent du Bitcoin, MicroStrategy, etc. Ça en achète, mais l'accès au Bitcoin sera beaucoup plus facile pour les institutionnels, et donc on devrait avoir plus de capitaux qui rentrent dans le Bitcoin. Et donc forcément, ça devrait pousser le cours vers le nord, et si ça pousse le cours vers le nord, alors dans ces cas-là, la presse, les médias vont s'emparer du sujet, ça va créer un effet boule de neige, les gens vont investir, etc. Bref, bis repetita de ce que nous avons eu. Et à mon sens, ça devrait être un peu plus puissant grâce aux institutionnels, ça devrait être un peu plus puissant que celui-ci. On devrait plutôt être comme ceux-ci qui ont touché vraiment les bords extrêmes de l'arc-en-ciel. Donc espérons que ce soit le cas. En attendant, prenons notre mal en patience, analysons les cryptos qui performent et mettons un petit peu d'argent dessus. Ça sert à rien, on est dans un range, ça sert à rien de faire du levier, d'essayer de faire des coups. On peut très rapidement être liquidé.
volatilité, donc il faut faire super gaffe à ça. Moi, j'ai plutôt envie de vous dire, placez votre argent, faites du staking, faites des masternodes, bref, toutes les techniques pour placer l'argent. Vous serez très content plus tard d'avoir toutes vos crypto-monnaies. Et si vous voyez des petites cryptos qui peuvent performer, eh bien, essayez de mettre un petit peu dessus dans l'espoir que ça performe. Et pour vous y aider, qu'est-ce qu'il y a? Les Kaiser News, exactement. Donc vous avez tout pour réussir. Donc maintenant, il faut aussi un petit peu de chance, hein, c'est toujours pareil. Mais en théorie, vous auriez de quoi réussir à faire fructifier vos cryptos en attendant l'embellie qui viendra, comme je vous l'ai dit, vers juin, juillet. Pour le reste, à mon sens, à aujourd'hui, le Bitcoin ne pourra pas aller en deçà des 17 716 dollars. 17 716 dollars, c'est précisément ici le point bas de l'arc-en-ciel. Et ce qu'on peut voir, c'est que dans l'historique, jamais le cours du Bitcoin n'a dépassé ce point. Donc, de par la vision que j'ai de l'historique, j'anticipe le futur et je me dis que la probabilité est extrêmement faible que ça aille plus bas. Donc, à mon sens, le Bitcoin ne pourra plus aller en deçà des 17 716 dollars. Et j'ai poussé l'exercice jusqu'au 31 décembre 2023, où là, le Bitcoin ne pourra plus aller en deçà des 20 035 dollars. Voilà ce que je pouvais dire sur le Rainbow BTC. Allez, petite analyse aussi sur les fameuses saisons crypto. Donc ça, ce graphe, comment il fonctionne, c'est pas très compliqué. Je prends les 50 premières cryptos et je regarde celles qui performent plus que le Bitcoin sur les 90 derniers jours. S'il y en a 75% ou plus, alors ça veut dire que les altcoins sont plus puissants que le Bitcoin dans leur majorité, donc nous sommes dans une altcoin saison. Si on a 25% ou moins, le Bitcoin reste le master. Et donc, c'est lui qui drive l'écosystème crypto. Et donc, nous sommes dans une Bitcoin saison. Donc, nous étions pendant pas mal de temps dans une Bitcoin saison, hein, depuis quasiment toute l'année 2023, à peu de choses près. Nous avons une belle remontada. Derrière, nous sommes revenus sur les supports. C'est souvent le cas. On a rarement des remontadas one shot, hein. On revient sur les supports, on construit des niveaux. C'est d'ailleurs beaucoup plus sain. Et là, maintenant, on latéralise, hein. On a eu un petit pic ici et on revient maintenant à 22, c'est-à-dire qu'on est à nouveau là dans la Bitcoin saison. Alors je pense qu'on va encore titiller un petit peu ce niveau pour après repartir vers le nord, car quoi qu'il arrive, hein, ça reste cyclique, hein, une fois là, une fois ici, ici. Là, nous sommes ici. Effectivement, ça prend plus de temps, mais à la rigueur, prenons du temps, faisons un petit peu travailler les niveaux pour que ce soit beaucoup plus solide et repartons tranquillement vers une altcoin saison. Hein, c'est tout ce que je peux souhaiter. Pour le moment, c'est vrai qu'on souffre un petit peu, mais n'oubliez jamais que l'éclaircie vient après la pluie. Bon, c'est vrai que là, c'est un orage qui dure depuis pas mal de temps, mais de toute façon, là, il y aura vraiment des choses à faire et là, on pourra vraiment se faire plaisir. Ça sera à partir de juin 2024. Donc, d'ici là, il faut prendre notre mal en patience. Je dis à chaque fois, mais c'est bon toujours de le redire. Pour pas que vous puissiez vous impatienter et commencer à faire des choses qui seraient un petit peu dommages et dommageables notamment. Je continue avec l'analyse graphique. Donc Bitcoin en haut, hein, vision hebdomadaire, Ethereum en bas, vision hebdomadaire, Ishimoku pour ceux qui connaissent. Donc belle nouvelle par rapport à Grayscale, hein, ici. Effectivement, la justice avait rebooté la décision de la SEC d'interdire l'ETF spot Bitcoin de Grayscale, notamment par le fait que celle-ci n'était pas assez justifiée. Donc là, maintenant, la SEC est en train de revoir sa copie. Le marché a bien pris la nouvelle et on a eu un beau pump de Bitcoin. Alors attention, ça ne veut pas dire que la SEC va forcément accepter. Donc bref, nous étions venus toucher ici notre fameux niveau des 28 019, hein, qui fonctionne très très bien avec les cours de clôture du Bitcoin. On peut le voir ici, ici, et là nous avions réussi à le franchir. Et là, paf, nous sommes revenus toucher ce niveau, et finalement nous avons eu là la nouvelle de la SEC qui finalement devait rendre le verdict par rapport à l'ETF Bitcoin Spot de BlackRock et d'autres, et qui, plutôt que de rendre sa décision, a préféré botter aux touches et a reporté le délai jusqu'à mi-octobre. Voilà, donc elle n'arrête pas de reporter, et c'est vrai que le marché commence à en avoir assez, donc sanction immédiate, moins 5%, paf, et on retourne sur les supports. Donc, ascenseur émotionnel. Tac, tac. Donc maintenant, nous sommes à nouveau sur notre niveau des 25 854. C'est tout simplement le niveau de la Kijun Weekly. Espérons que ça tienne. Elle nous a déjà sauvé la mise pas mal de fois. Hein. Ici. Là, est-ce que ça va tenir encore? Je ne suis pas certain, hein, pour être tout à fait honnête avec vous. Je pense que le support peut être brisé. On peut retourner visiter les 24 350, ce qui est un niveau assez fort aussi. Je pense qu'on devrait revenir, à mon avis, vers les 24 350. Je ne vois pas pourquoi on n'y reviendrait pas. À voir, hein, on n'est jamais à l'abri encore d'une bonne nouvelle ou d'un pump. Hein. Vous savez qu'on est dans la range. Ici, c'est un range entre les 24 350 et les 31 846. Ça reste un range. Donc au final, dans un range, il peut se passer n'importe quoi. Donc il ne faut pas non plus faire trop de plans sur la comète. Ce que je peux vous dire, c'est que prenez pas d'effet de levier, faites très attention. Ça peut repartir dans un sens comme dans l'autre, en one shot. Ça dépend aussi des catalyseurs externes. Hein. On l'a vu avec Grayscale, il peut y en avoir d'autres. Donc voilà, moi je ne prends pas de risque en tout cas. Vous, après, vous faites comme vous voulez, hein, bien évidemment. Côté Ethereum, toujours notre niveau, hein, il nous sauve tout le temps pour le moment, mais je pense qu'il commence à s'épuiser. Hein. Les 1647...
Là, on peut voir que ça avait travaillé une fois, deux fois, trois fois. Regardez la line spine, une fois, deux fois, ça avait retravaillé ici, 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 ici. Ouais, donc là, il faut quand même faire attention aussi. C'est toujours pareil, c'est un peu comme le Bitcoin, hein. Il suffit d'un retour de flamme sur le Bitcoin pour qu'on perde ce niveau-là côté Ethereum et qu'on retourne visiter les 1513, hein. Le 1513, c'est aussi un niveau qui a fonctionné un petit peu avec la Lightning Spine, pas non plus énormément, hein, c'est pas un niveau de folie. Mais bon, ça sera le dernier niveau pour nous sauver après de la chute brutale où il n'y a pas grand-chose au-dessous. Et attention également au twist ici, hein. Le twist là, ça veut dire une faiblesse au niveau du nuage. On peut tout à fait revenir sous le nuage, hein. Déjà qu'on n'est pas très bien orienté, la Spine sous le nuage. Ici, les cours sont sous la Kijun Weekly, sous la Tekken Weekly. On est encore dans le nuage, mais vraiment border. Ouais, si on revient dessous, on est vraiment baissé sur le moyen terme sur Ethereum, hein, ça c'est vraiment pas top. Côté Bitcoin, on arrive quelque peu à se maintenir en neutre, neutre limite moins, hein. On est vraiment sur la quête jaune. Bon, les cours sont encore au-dessus, mais c'est vraiment border. Donc attention, la moindre petite nouvelle et ça peut replonger, donc croisons les doigts, hein, pour que ça n'arrive pas. Sur le calendrier économique, donc nous avons vu, c'est vrai qu'il était chargé cette semaine, hein, je vous l'avais dit, on l'avait passé en revue lors de mon dernier Kaiser News. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a moins de jobs ouverts, donc moins d'offres d'emploi aux États-Unis que ce que nous prévoyons, hein. Forecast 9,4 millions, il y en a 8,8 millions. Donc ça veut dire un petit ralentissement au niveau de l'économie. C'est toujours bien quand l'économie ralentit, ça veut dire que l'inflation ralentit également, hein, ça va de pair les deux. Alors après, par contre, ce que nous avons, le GDP. Le GDP, c'est le PIB, hein, rappelez-vous, hein, côté États-Unis. Et donc là, on attendait 2,4, on est à 2,1, ce qui confirme le ralentissement de l'économie aux États-Unis, ok? Donc par contre, on a le PMI côté Chine. Le PMI côté Chine qui a légèrement bien augmenté. Ça, c'est pas mal, ça veut dire que ça sécurise notamment des entreprises qui voudraient liquider leurs actifs qui sont risqués par rapport à l'incertitude du marché chinois. Le fait qu'on ait un PMI en légère augmentation, ça diminue un petit peu le risque de l'incertitude du marché chinois. Pour le reste, le CPI, donc ça c'est l'inflation en Europe. On attendait 5,1, on se prend 5,3% dans les dents. Résultat, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, l'inflation n'a pas du tout baissé, elle stagne, hein, 5,3, 5,3. Donc il va peut-être falloir faire des efforts supplémentaires pour que l'inflation continue de diminuer. Et comment on fait des efforts pour que l'inflation continue de diminuer? Exactement, on réaugmente les taux. Or là, maintenant, on est quasiment ici avec les taux, donc réaugmenter encore les taux, c'est voilà, c'est à double effet, hein, ça peut vraiment mettre à mal l'économie. Donc c'est tout le jeu d'équilibriste, hein, que doivent faire les institutions. Bon, on verra bien ce qu'elle décide, hein. Le corps PCE, donc ça c'est l'inflation, vraiment moins tout ce qui est volatile comme l'alimentaire et l'énergie aux États-Unis. 4,2, nous attendions 4,2, pile dans ce que nous attendions. Mais par contre, on avait 4,1, donc ça veut dire que l'inflation réaugmente un petit peu, légèrement. Donc ça c'est en vision annuelle et en vision mensuelle, pareil, 0,2, 0,2, 0,2. Bon là c'est vraiment conforme à ce qu'on attendait. Mais ça ne baisse pas. Ça ne baisse pas. Donc au final, si ça ne baisse pas, comment on fait baisser l'inflation? Pareil, augmentation des taux directeurs. Or, la décision viendra en septembre. Il est fort probable qu'on se paye 0,25 points en plus. C'est peut-être ça aussi que le marché vient de pricer et qui explique ces baisses consécutives là sur tour de flamme qu'on a eu sur le Bitcoin après ce beau pump. Heureusement qu'on a eu ce pump, ça nous a permis de digérer ces mauvaises nouvelles sans repartir complètement à la cave ici ou ici. Et le taux de chômage est en légère baisse. Bon voilà. Donc grosso modo, côté économie, c'est moyen, côté inflation, c'est moyen aussi. Donc espérons que maintenant le marché a bien pricé cette augmentation des taux pour pas qu'on ait de mauvaises surprises au cas où la Fed annonce qu'elle augmente les taux. On verra bien. Sinon, Grayscale, donc ça je vous en ai parlé, et du coup, comme je vous l'ai dit, la SEC finalement a décidé de repousser sa décision par rapport à l'ETF Bitcoin Spot, BlackRock et d'autres. Allez, je continue maintenant avec l'analyse du top 15 crypto. Qu'est-ce que je peux vous dire du coup? Ouais, c'est quand même sévèrement rouge, hein. Bitcoin moins 4, moins 3, Tether évidemment, ça c'est stable, ça bouge pas. Le BNB 216, ouais, il se maintient quand même, hein, de la 210, 215 le BNB. Parfois il essaye de monter, mais il se fait tout de suite recaler. L'XRP se maintient au niveau des 0,5, hein, son pump a l'air bien lointain, les 0,9. L'USD Coin, ok. Les Lidostake, toujours pareil, moins 3%, mais ça suit aussi un peu la valeur de l'Ethereum, forcément. Le Dogecoin qui a perdu entre guillemets que 3%, ce qui lui permet de revenir par-dessus Cardano qui lui a perdu 4%. Petite baisse côté Cardano ici. Le Solana, 8 milliards. Il y a toujours un bel écart entre Cardano et Solana. Par contre, Doge et Cardano, c'est vrai que c'est extrêmement serré. L'écart, Solana qui a quand même perdu 5%. Derrière, nous avons Tron qui continue de grinder petit à petit celui-ci. À chaque fois, je le dis, mais il grind toujours à plus 2%. C'est vrai que je crois que c'est la deuxième plus grosse TVL au niveau de sa blockchain, hein, Tron. Pourtant, on n'en parle pas énormément.
Pas mal, pas mal. Le Toncoin, c'est pareil, il continue de bien grinder, plus 1%. En Open Network, ça c'est une blockchain de layer 1 très rapide qui a été conçue par Telegram, hein, rappelez-vous. Et c'est vrai que celle-ci, elle fonctionne très bien et elle prend des parts de marché, hein. C'est assez incroyable, hein. Franchement, 6 milliards de capitalisation, hein. Bravo, hein. Polkadot, moins 6%. Retour de flamme sévère pour Polkadot aussi. Polygon, moins 4%. Bon, c'est à peu près dans la moyenne. Et le Shiba Inu, hein, qui est venu remplacer notre petit Lycan, hein, qui lui est parti au bois. Mais sans dire un peu mieux que les autres, le Shiba Inu avec 4,7 milliards de dollars de capitalisation. Ce qui reste, vous en conviendrez, très très bien. Allez, je continue maintenant avec des cryptos qui ont le mieux performé. Donc on va partir sur les capitalisations importantes, hein, de 1 à 250 au niveau du classement. Donc ce sont les cryptos vertes, les moins risqués, donc vous pouvez en avoir minimum 75% dans votre portefeuille. Dans ces cryptos, je vous conseille d'avoir 50% minimum de BTC ETH. À vous de voir la répartition entre les deux. Ça, c'est par rapport à votre philosophie. Pour rappel, hein, ces tableaux sont constitués à partir d'un indicateur créé par mes soins qui prend en compte l'évolution de chacune des cryptos par rapport à son prix, son classement et son volume également. Et donc, il y a un score qui est établi, qui est attribué à chacune des 2000 cryptos que j'analyse. Et donc là, je vous présente les cryptos qui ont le mieux scoré par rapport à cet indicateur. Donc, ce n'est pas juste par rapport au prix. Voilà, ça prend en compte les trois composantes. C'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas retrouver le résultat de ces tableaux ailleurs. Et donc ces tableaux aussi prennent en compte les cryptos qui ont un volume de plus de 50 000 dollars. C'est pour moi ce qui est le plus représentatif. C'est pour éviter des augmentations énormes de volume qui pourraient mettre à mal le modèle. Donc comme ça on est sécure. Alors Joe, 40% en plus, 50 places en plus. Il est 218e. Joe, c'est tout simplement une plateforme de trading décentralisée qui est sur Avalanche, Arbitrum, Ethereum et la BNB Chain. Donc l'interface est vraiment claire, épurée, c'est minimaliste, mais ça fonctionne bien. Ensuite, nous avons AMP qui a pris 4%. Alors, il faut savoir aussi que le marché l'a sévèrement retracé, hein. Donc, les cryptos là qui performent, franchement, bravo à elle, parce que c'était pas évident. Le jeton AMP, c'est pas très compliqué à comprendre, ça agit comme une garantie. Alors, il est très utilisé dans le monde de la DeFi, notamment dans Flexa, qui est un moyen de paiement ultra utilisé, etc. Et donc, le principe, je vais essayer de vous l'expliquer simplement. Donc, grosso modo, j'ai un wallet, donc avec des bitcoins, LTC, Ethereum, Algo, enfin bref, plein de tokens. Et derrière, j'ai également des jetons AMP qui vont constituer ma garantie. Donc par exemple, je vais avoir pour 300 dollars de tokens AMP qui vont être stakés dans mon wallet, etc. Super. Derrière, je vais faire des courses. Et je vois un super t-shirt que je peux payer en Bitcoin. Donc je peux le payer en LTC, Ethereum, n'importe quoi. Donc si le t-shirt vaut par exemple 40 dollars, donc je vais payer moi le t-shirt au commerçant 40 dollars. Donc je vais payer en LTC. Et au moment où j'appuie sur payer, automatiquement, le smart contract qui contient les jetons AMP, etc., va bloquer la somme équivalente des 40 dollars de jetons AMP. Et donc moi, à partir de là, je peux directement partir avec le t-shirt sans même attendre que ma transaction avec mes LTC, par exemple, aboutisse bien. Et le commerçant n'aura pas à s'en faire. Parce que si jamais il y a eu un problème avec ma transaction technique ou autre, et que j'ai pas pu payer en LTC, le smart contract va automatiquement libérer les 40 dollars de jetons AMP et va envoyer tout de suite tout ça au commerçant. Résultat des courses, le commerçant sera sûr d'être payé en token AMP, pas en token LTC, mais c'est pareil, il en aura pour 40 dollars. Et moi, de mon côté, quand j'arriverai chez moi, je pourrai investiguer sur pourquoi le paiement ne s'est pas bien passé, etc. Et après, je pourrai donc réalimenter mon stock de tokens AMP pour réatteindre mes 300 dollars, etc., etc. Donc, quelque part, c'est une couverture au risque d'un défaut de paiement. Et donc, ça rassure énormément également les commerçants parce que eux, quoi qu'il arrive, ils sont sûrs d'être payés. Voilà, pour la faire courte, c'est à ça que ça sert. Ensuite, nous avons quoi? DYDX qui a pris 4% également. Donc DYDX, c'est un fameux DEX qui est très connu, très utilisé, bien fait, épuré, donc très bien. Donc 4%. Ensuite, je continue sur les 48 dernières heures. Nous avons Joe, ça j'en ai parlé. Fetch AI, tiens, qui est 131e, il a pris 15 places. J'en ai parlé au tout début des Kaiser News, le Fetch AI. J'avais directement détecté, il était encore dans les bas-fonds. Et maintenant, il est 131e, il a pris 15 places. Bravo à lui, 7% en plus encore. Donc Fetch AI, c'est vraiment de l'intelligence artificielle. En fait, c'est un réseau décentralisé, évidemment, d'agents économiques autonomes. Chaque agent est en régie par l'intelligence artificielle. Et en fait, chaque agent va être connecté au monde extérieur et aussi à du matériel qui lui permet justement d'être autonome, etc. Et en fait, cet agent-là, en général, un agent sera spécialisé dans un domaine donné. Et ce qui est bien, c'est que l'ensemble des agents peuvent converser entre eux. Et en plus, chaque agent peut apprendre de son erreur. Et ça nous donne donc une super IA qui est capable d'apprendre, d'évoluer, etc. Donc c'est vrai qu'il a très très bien évolué d'ailleurs, hein, le token. Et puis on a AMP, j'en ai déjà parlé, sur les 48 dernières heures, qui a pris 10 places.
Maintenant, sur les 7 derniers jours, c'est CyberConnect qui tire son épingle du jeu avec 120% d'augmentation. Alors CyberConnect, je pense que vous en avez tous entendu parler puisqu'il a été propulsé par le fameux Launchpool sur Binance. Et donc CyberConnect, c'est quoi? C'est un framework de réseau social décentralisé Web3. Et donc de par ce framework, les utilisateurs des fameuses DApps qui ont été développées avec le framework pourront conserver leur identité numérique grâce au Cyber ID et leur contenu, leurs connexions, leurs éléments de monétisation, etc. grâce au CyberGraph. Voilà, donc c'est vraiment, tout tourne autour des réseaux sociaux et tout est là pour faciliter la vie des développeurs puisqu'ils ont juste à intégrer des briques pour pouvoir développer leur application décentralisée. Tout est pris en compte, la gestion des tokens, etc. Tout est pris en compte. La seule petite problématique que je trouve, moi, à ce projet-là, c'est au niveau du tokenomics, où on n'a que 11 millions d'actifs circulants sur 100 millions. Donc il y a quand même un certain gain, donc c'est le seul petit point qui me titille un peu. Sinon, Joe, j'en ai déjà parlé, il a pris 58 places sur les 7 derniers jours, et on a API 3, encore lui, qui a pris 28%. Rappelez-vous, en fait, ça consiste à implémenter directement chez les fournisseurs de données des API décentralisés. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a des oracles. On a des oracles qui vont se connecter à plein de fournisseurs de données du monde réel pour les envoyer à différentes applications décentralisées. Okay, parce qu'une application décentralisée ne peut pas directement accéder à des données du monde réel. Il faut passer par un oracle. Et donc nous avons des oracles qui sont très gros, les Chainlink, les bandes protocoles, etc. Le problème est le suivant, c'est qu'un oracle, quelque part, c'est une centralisation. Si on a un problème qui intervient sur l'oracle, eh bien on n'a plus rien. Voyez. Et donc c'est la raison pour laquelle API 3 a eu l'idée de finalement développer directement chez les fournisseurs de données des API décentralisés, ce qui permettra aux applications décentralisées de se connecter directement aux fournisseurs de données en s'affranchissant du coup des oracles conventionnels. Je trouve que c'est une très bonne idée, 28% encore en plus sur les 7 derniers jours. Celle-là, elle est vraiment pas mal, à surveiller de très près. Je continue maintenant avec les tokens jaunes. Jaune, plus risqué. Attention, capitalisation 251 à 800. Risque quand même assez élevé, 15% pas plus de votre portefeuille. Et je commence avec BitMEX qui a pris 27% sur les 24 dernières heures. Donc BitMEX, ça c'est un exchange centralisé qui permet de trader des produits dérivés et de prendre également d'ailleurs des positions avec levier x100, donc tout ce que j'aime pas. Et ça permet d'ailleurs également de prendre des positions longues ou short sur des cryptos sans expiration de délai. Donc ça vous permet de tenir très longtemps une position. Donc voilà, alors attention, il y en a qui aiment beaucoup, les traders professionnels, ils peuvent utiliser justement ces leviers, etc. Mais pour être trader professionnel, ça ne s'apprend pas comme ça avec une formation qu'on peut trouver sur le web. Je vous le dis, faites très attention à ça. Vous allez tomber de haut, évidemment, si vous croyez pouvoir devenir trader juste avec une formation, ça va être un peu délicat. Donc voilà, les traders professionnels aiment apparemment bien l'utiliser, mais voilà, faites quand même attention à BitMEX, ils proposent des outils qui sont à mon sens un petit peu trop dangereux. Ensuite, nous avons QuickSwap qui a pris 6%, 13 places en plus sur les 24 dernières heures. QuickSwap, ça c'est pas mal, il est apparu en 2023, celui-là, avril ou mai. Et donc c'est un DEX qui permet le swap cross-chain, les ordres limites également, et le TWAP aussi. Pour ceux qui ne connaissent pas, le TWAP, ça permet de subdiviser un ordre important en plusieurs petits ordres pour éviter les effets de volatilité exacerbés. Si on split mon ordre en plusieurs petits ordres, eh bien justement on peut lisser la volatilité, donc c'est ça qui est intéressant. Il est également possible de faire du trading on-chain avec levier, et on a pas mal de liquidités avec des rewards intéressants. On a des liens notamment vers ZKSF qui est un portefeuille multisig pour sécuriser nos fonds. Donc voilà, il y a beaucoup de bonnes idées, c'est pas mal. Après moi je trouve l'interface utilisateur un peu trop surchargé à mon goût. C'est pas mal, attention, j'ai pas dit que c'était pas bien, mais voilà, c'est le seul petit point que j'aurais à reprocher à QuickSwap, mais je pense qu'il y a du potentiel en tout cas dans cette crypto. Plus 6%, 13 places en plus. Ensuite, on a IDEX. IDEX qui a pris 4% sur les 24 dernières heures et 16 places en plus. Alors IDEX, ça c'est vraiment du trading on-chain. Voilà, donc ça c'est leur fer de lance, c'est offrir une expérience utilisateur identique à celle des exchanges centralisés. Pour ce faire, ils ont développé eux-mêmes un layer 2 qui est propulsé par Polygon ZK EVM qui s'appelle X-Chain et qui leur permet justement d'effectuer des transactions avec des coûts nuls et une rapidité égalant celle des exchanges centralisés. Donc moi j'ai été voir sur leur site, mais moi ce qui me frappe un peu c'est que ça fait 6 ans que la solution elle existe et déjà dans les pools de liquidité j'ai trouvé qu'il y avait très peu de tokens. Franchement, ça m'a un peu étonné. Et qui plus est, dans les pools de liquidité, si je mets des assets dans les pools de liquidité, j'ai pas une lecture directe de combien ça va me rapporter, quels sont exactement les rewards, ça reste flou. Et moi, j'aime pas du tout ça. Moi, j'aime quand c'est vraiment clairement indiqué. Là, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Là, on sait pas trop. Maintenant, du coup, j'ai été voir dans le farming, il faut se loguer, etc. Et même avec ça,
ça n'apparaît pas clairement, le rewards qu'on peut avoir. Et ça, je trouve que c'est extrêmement dommage. Il faudrait qu'ils revoient leur copie par rapport à ça. En tout cas, le Exchange aujourd'hui est en testnet, donc il n'a pas encore été déployé. Le mainnet n'existe pas encore. Peut-être que ça viendra. Mais voilà, pour le moment, je n'ai pas été super convaincu. Mais si vraiment ce qu'ils indiquent sur le papier sera la réalité une fois que le mainnet sera déployé, là, effectivement, je reviendrai peut-être sur ma décision. Mais pour le moment, c'est un petit peu léger. Même ce qu'il y a dans les pools de liquidité, un peu léger. Par rapport à un exchange, on n'y est pas encore. Ensuite, on a quoi? Sur les 48 dernières heures, Unify Protocol DAO, qui a pris 30% et 74 places en plus. Donc Unify Protocol DAO, ça existe depuis 2020 et c'est une société qui propose des solutions blockchain à des entreprises. Et donc on a la possibilité de stacker ces tokens, etc. Alors il y a également une gouvernance qui est en place et c'est elle qui dicte un petit peu les orientations du projet. Mais ce qui me frappe moi, c'est que depuis janvier 2022, il n'y a plus rien, il n'y a plus aucune proposition dans la gouvernance. C'est ça qui est quand même assez bizarre. Et puis ensuite, on a la courbe. La courbe, elle n'est pas vraiment engageante à mon sens. D'ailleurs, c'est comme le site web. Ça fait tellement pas pro. Je comprends même pas comment ça peut être 359e avec un site web pareil. En plus, on n'a que 2 liens dans le site web, blog et ressources, je crois. Et quand je clique sur blog, le lien il est cassé déjà. Même dans le site, j'ai cliqué sur pas mal de choses. Il y a pas mal de liens qui sont cassés. Donc le site, il est même plus maintenu. Donc on n'a plus rien dans la gouvernance depuis janvier 2022. Le site, il n'est pas vraiment maintenu. Donc moi, j'ai envie de vous dire, attention. Franchement, moi, j'irai pas là-dedans. Ensuite, BitMEX, ça j'en ai parlé. QuickSwap, j'en ai parlé. Ensuite, on a quoi? Sur les 7 derniers jours, Aimbot, toujours présent celui-ci, 177% en plus. On a pas mal parlé dans les Kaiser News. Moi, j'ai pris plutôt Lootbot, personnellement, que Aimbot. Je vous expliquais pourquoi, longuement dans les Kaiser News. Mais Aimbot, c'est quoi? C'est un robot trader, tout simplement. Donc, il va effectuer des trades uniquement sur la blockchain Ethereum. Et le gain de ces trades va être envoyé dans un wallet sur une adresse donnée. Et derrière, ceux qui possèdent des Aimbot vont recevoir une partie de ce wallet à hauteur du pourcentage de Aimbot qu'ils détiennent par rapport au nombre de tokens total de Aimbot. Donc moi j'avais fait un petit calcul, si je détiens 500 $ de Aimbot, alors j'aurai à peu près dans les 3 $ par mois de gain par rapport à ce que gagne le robot aujourd'hui. Et moi j'ai constaté qu'il gagnait moins que ce qui était indiqué sur le site. Après c'est normal, ça fluctue aussi en fonction du marché, s'il est morose, etc. Voilà, moi j'y suis pas allé pour ça. Après vous savez, moi je me pose parfois, c'est ce que je vous expliquais, des questions un peu métaphysiques dans les analyses, etc. Il y en a peut-être qui se posent pas ce genre de questions. Ils voient, oh robot trader, super, j'investis. Vous voyez, c'est toujours pareil, il faut se mettre aussi à la place des gens. Mais j'ai décidé de ne pas y aller quand même. Ensuite, on a quoi? Taylor Tributes qui a pris 52%. Ça, c'est un oracle décentralisé qui fonctionne de la manière suivante. Donc, chacun peut être fournisseur de données. Et lorsque quelqu'un va fournir de la donnée, il va également miser par rapport aux données qu'il fournit. Miser comme quoi les données sont vraies. À partir de là, chacun peut contester les données qui sont arrivées. Et si quelqu'un conteste la donnée, alors lui aussi doit mettre une mise de contestation. À partir de là, lorsqu'il y a un litige, donc c'est-à-dire que quelqu'un conteste, ça sera les possesseurs du token TRB, donc la gouvernance, qui vont décider de l'issue de ce litige. S'ils décident qu'effectivement les données étaient correctes, alors dans ces cas-là, le fournisseur qui a envoyé les données va récupérer la mise de contestation du contestataire. Et si par contre il statue comme quoi effectivement les données n'étaient pas correctes, alors c'est l'inverse. Et c'est le contestataire qui va toucher la mise du fournisseur de données. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc c'est une très bonne idée, 52%, ça a l'air de bien fonctionner en tout cas. Et puis on a BitMEX à la fin qui a pris 61 places, 27% en plus. Allez, je continue avec les tokens rouges. Token rouge, capitalisation 801 à 2000. Donc là on est vraiment dans les toutes petites cryptos. Pas plus de 10% de votre portefeuille, c'est extrêmement risqué, je vous le rappelle. D'ailleurs, la première crypto, Nick Cage, Wellgui, Elmo, 42 les amis. 145 places en plus, 31% en plus dans un marché qu'a retracé. Et avec un volume de 520 000 $. Ça, on ne peut pas faire un site, je pense, plus affreux que ça. Allez voir, vous allez rigoler, c'est comme quoi, plus c'est horrible, j'ai l'impression, plus ça marche, plus c'est spéculatif. Derrière, ça c'est vraiment pour ceux qui aiment bien Nicolas Cage et le Shiba Inu. Alors par contre, le shitcoin, parce que c'est un shitcoin, c'est un même coin, shitcoin plus. Alors lui, il existe sur la Pulse Chain et la Coinbase Chain, faut le savoir. Alors là où ils ont été malins, c'est qu'ils l'ont appelé SHIB, ce qui peut expliquer également le pump qu'il y a eu. Mais voilà, aujourd'hui, il suffit de pas grand-chose, vous voyez. Bravo à eux en tout cas, parce que quoi qu'on puisse se dire, on peut dire c'est nul, etc. Mais quand ça marche, franchement, c'est un bon tour de force. Donc voilà, bravo, quoi qu'il arrive. Alors après, moi, j'y vais pas sur celle-ci. Parce que je la trouve, en fait, elle a vraiment pas d'utilité, on peut pas la staker, elle n'est pas aussi aboutie qu'un Memecoin qu'on connaît, donc du coup, maintenant, les Memecoins nous paraissent presque bien par rapport à ça, vous voyez. Donc voilà, mais c'est intéressant, il en faut pour tous les goûts, donc quelque part, quand on voit les ordinals, ça ne sert pas plus. Alors ensuite, nous avons quoi? Ispolink qui a pris 15%, ça c'est un moteur de recherche complètement décentralisé.
employé-employeur. Un peu à la quel job si vous voulez, sauf que c'est sur le Web3. 15%, c'est quand même pas mal hein, dans un marché qui retrace. Ensuite, on a Extra Finance qui a pris 69 places, 1366e, 14% en plus. Donc c'est ce token-là dont je vous parlais en introduction qui me paraît intéressant, il faut le surveiller celui-ci. Ça c'est une plateforme de prêt-emprunt, bon ça va, c'est classique, qui est sur Optimism et sur Base, hein. On la voit de plus en plus, hein. La chaîne de Coinbase elle va être partout bientôt. Hein. Donc ça permet évidemment d'alimenter des poules de liquidité, de fermer, mais ça permet également d'optimiser ses rendements via des effets de levier. Mais des effets de levier qui sont assez intelligents, c'est-à-dire que les assets que nous allons mettre dans les pools vont être collatéralisés pour nous permettre d'emprunter des stablecoins issus du protocole Extra Finance, qui seront donc utilisés pour acheter des tokens supplémentaires que l'on rajoutera à la pool, ce qui nous permettra d'augmenter encore plus nos rendements. Donc ça c'est quand même pas mal, l'interface est claire, elle est intuitive, ça c'est intéressant, la courbe aussi est intéressante, le token est assez bas. Donc ça, je l'ai mis dans mes tokens à surveiller. Et je pense que je vais essayer de jouer un petit peu avec, voir comment il se comporte. Peut-être que j'irai dessus, je vais voir. Il faut encore que j'analyse un petit peu, mais franchement, il m'a paru pas mal celui-ci. Hein. Bon, en espérant, c'est toujours pareil, hein, vous savez, les tokens, ils peuvent nous paraître bien, au final, ils s'écroulent. L'interface graphique, l'idée qu'ils ont eue, moi, je trouve ça pas mal. Ensuite, on a quoi? Reverse Finance, donc sur les 48 dernières heures, qui a pris 52%, 161 places en plus. C'est pas mal, hein, Reverse Finance. Franchement, c'est pas mal. Hein. C'est comme Ternoa. Je ne sais pas si vous connaissez Ternoa. J'avais fait une vidéo sur Ternoa à l'époque. Hein, ça commence à dater. Mais je vous la mets quand même en affichage. Et Reverse Finance, du coup, ça va vous permettre de créer des coffres forts dans lesquels vous allez pouvoir mettre des tokens. Alors, je crois que c'est que des tokens ERC20. Donc, vous allez mettre des tokens dans votre coffre-fort. Et derrière, le coffre-fort ne pourra être ouvert que suite à un événement donné, qui pourrait être la durée, la valeur ou l'adresse. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, le coffre-fort s'ouvrira. Si jamais l'un des tokens dépasse tel prix, alors le coffre-fort s'ouvrira. Ou alors, si jamais l'adresse qui se connecte au coffre-fort est celle spécifiée dans le coffre-fort, alors il s'ouvrira. Donc on peut également rajouter un token une fois que le coffre-fort est verrouillé, ça c'est quand même pas mal. Mais ce qui est encore plus fort, c'est qu'une fois qu'on a un coffre-fort avec des tokens ERC20, etc., eh bien nous pouvons fractionner ce coffre-fort et en vendre qu'une petite partie. Vous voyez ? Donc ça c'est quand même pas mal aussi. Donc évidemment il a été édité, on peut le trouver sur OpenSea, etc. Projet quand même intéressant. Ensuite nous avons Jure, qui a pris 77 places, 1410e, 16% en plus. Ça, c'est vraiment axé sur la citoyenneté. Hein. Ça a été créé en 2019 et en fait, c'est une base de citoyenneté décentralisée. Nous pouvons créer des sociétés, des États, nous aurons des espaces communautaires dédiés, des forums de discussion dédiés, avec des rencontres possibles. Tout cela est régi évidemment par une gouvernance décentralisée. Les participants peuvent devenir citoyens en demandant un passeport citoyen sous forme de NFT et du coup ils pourront participer à la vie citoyenne. Donc c'est tout un univers qui a été créé basé sur la démocratie, etc. et sur la gouvernance décentralisée. Plus 16%, pas mal, hein, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Ensuite sur les 7 derniers jours, Jim qui a pris 118%. Donc Jim, hein, pour rappel, c'est le petit meme coin que je vous avais conseillé avant qu'il rebaisse, mais là il repump, du coup. Ça, c'est vraiment créé que par une IA, c'est ça que j'avais bien aimé, c'est-à-dire qu'il y a une IA qui va piloter les tweets qu'elle va faire avec les images de Jim, qui est le personnage que vous voyez à l'écran, qui va être mis dans des situations un peu loufoques, etc. Et je trouvais que ça, c'était pas mal, ce flow un peu de tweets sympas, rigolos, qui arrivait avec ce personnage-là, je trouvais que c'était bien à l'époque. Et effectivement, il avait bien pumpé, il en a reperdu, et là, ça recommence un petit peu à frémir, hein, la courbe, donc à surveiller le Jim. Ensuite, nous avons Genome DAO qui a pris 114%. Ça, c'est une plateforme d'analyse de l'ADN. Donc, grosso modo, ça permet à chacun de stocker son ADN sur la blockchain. Évidemment, contre rémunération, si jamais il est d'accord pour que son ADN soit utilisé à des fins de recherche, etc. Et du coup, Genome DAO, ça devient la plus grosse base d'ADN mondiale. Bon, après, il y a évidemment des problèmes éthiques que l'on peut rencontrer, à l'instar de WorldCoin avec son scan d'iris. Bon, ça, c'est un autre problème. Mais en tout cas, dans l'idée, j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Hein. Si on veut réellement analyser de l'ADN, il faut avoir de la matière. Et là, du coup, on a de la matière. Et puis, on a Alfa Romeo Racing Or. Donc ça, c'est du Chili's. Hein. C'est un fan club de Alfa Romeo qui a pris 21%. Et 83 places. Allez, je continue rapidement avec les catégories. Pour rappel, ça, ce sont les 15 catégories qui ont le plus de market cap, donc les layer 1, Bitcoin, etc. Smart Contracts, c'est tout ce qui est basé sur Ethereum, les stablecoins, tout ça c'est des tokens d'exchange, ils sont quatrième, ils totalisent 52 milliards de dollars, hein, c'est énorme. Alors dedans on a les exchanges centralisés et décentralisés, centralisés à hauteur de 44 milliards de dollars et décentralisés à hauteur de 7 milliards de dollars. C'est quand même encore les exchanges centralisés qui dominent, hein, évidemment, les tokens d'exchange. D'ailleurs, on a la DeFi, 42 milliards de dollars, hein, ça pèse hyper lourd dans les cryptos, ça on ne peut pas dire le contraire.
Ensuite, on a les liquid staking tokens. Ça marche extrêmement bien. Il y en a de plus en plus. Derrière, on peut les réutiliser, comme je vous avais expliqué, par exemple avec le Libra, etc. Donc ça, c'est vraiment bien. Les meme coins qui sont toujours présents, on l'a vu encore aujourd'hui, on peut avoir des meme coins vraiment affreux mais qui pumpent bien, d'ailleurs ça se voit, hein. Tout comme le liquid staking token qui a pris 6,3%, hein. C'est le deuxième à mieux performer. Ensuite on a les meme coins aussi qui performent très bien, le TH2.0 staking 7%, ça performe énormément. Et puis on a la gouvernance aussi qui se maintient bien, hein, 11 milliards de dollars. Les NFT aussi qui se maintiennent 0%, hein, c'est toujours un 11 milliards de dollars, c'est assez incroyable. Les Layer 2 derrière. Les decks, j'en ai parlé, le gaming et le métaverse, hein, qui clôturent les 15 plus grosses capitalisations au niveau des catégories. Et celles qui ont le mieux performé maintenant sur les 2 dernières semaines, c'est toujours intéressant, ça à savoir, les guilds et scholarships. Hein, j'en avais présenté déjà beaucoup de tokens de guilds. Ils ont pris 16,81%, c'est énorme sur les 2 dernières semaines, bravo. Le gambling également, hein, 15,85%. J'espère que mon petit WinAir va bien pumper. Hein. Pour le moment, c'est vrai que c'est beaucoup le roll Bitcoin. Mais le WinAir a peut-être ses chances, hein, nous verrons bien. Les fan tokens, tout ce qui est Chiliz, hein, ça fonctionne bien. On en voit très régulièrement dans les Kaiser News, 12% en plus. Les NFT Marketplace, hein, qui ont pris 8,25%. Alors ça, c'est pas pareil que les NFT. Le NFT, c'est le NFT en tant que tel. Les marketplaces, c'est un peu comme OpenSea, Blur, etc. qui sont vraiment des marketplaces où nous pouvons vendre justement des NFT. Et puis on a le ETH2.0 staking, hein, qui lui performe toujours très très bien. Maintenant, donc sur tout ce qui est les cryptos les plus recherchés au niveau mondial sur la journée d'hier et sur les 48 dernières heures, on commence avec Origin Trail. Donc Origin Trail, ça s'est écrit en 2018 et c'est une base de connaissances de données viables. Donc pour ce faire, ils ont développé une technologie de graphe de connaissances de données décentralisées qui permet de distinguer le vrai du faux. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de désinformation, malheureusement, dans le monde qui nous entoure. Et en fait, tous les actifs qui sont indexés dans le graphe ont une identité vérifiable. Donc c'est la raison pour laquelle on a dit que c'est des données qui sont vérifiées et fiables. Et cette technologie, d'ailleurs, peut être utilisée dans toutes les applications, notamment les applications pilotées par l'IA, qui permet justement aux IA de donner des réponses plus fiables que d'habitude. Joe, j'en ai parlé. Uniled Finance, qui a pris 8%. Donc ça, c'est un protocole de prêt-emprunt décentralisé sans permission. Ce qui est sympa, c'est que les utilisateurs peuvent créer n'importe quelle pool ERC20/ERC20, donc des dual asset pools. Et ce qui est pas mal aussi, c'est que les fonds, ils sont isolés. Chaque fonds qui constitue la pool, elle est isolée. Donc ça veut dire que s'il y a des actifs qui partent en vrille, qui chutent brutalement, etc., il n'y aura pas de risque de contagion qui pourrait mettre le protocole à mal. Donc ça, c'est pas mal. Ils vont sortir bientôt une V2 d'ailleurs, hein, elle est encore en test-test, mais elle devrait sortir incessamment. Donc voilà, 777e, 35 places en plus. Ensuite, sur les 48 dernières heures, nous avons Arbitrum, le fameux Layer 2, je peux y revenir. Fetch.ai, j'en ai déjà parlé. Et puis on a SEI, hein, encore elle, hein, pas mal recherchée cette chaîne-là. Hein. Pour rappel, elle vient juste de sortir, hein, c'est une blockchain extrêmement rapide, 20 000 transactions secondes. Donc je compare souvent par rapport à Solana, qui est déjà réputé être très rapide à 10 000 transactions secondes. Donc elle en fait 20 000, donc 2 fois plus rapide. Après, c'est ce que je dis toujours, elle vient de sortir, il faut qu'elle essuie les plâtres. Solana, on a bien vu ce que ça a donné quand on était en période de rush, hein, tout a gelé, tout a frisé, on a été obligé de rebooter plusieurs fois la blockchain, c'était le carnage total. Donc espérons que SEI sera un peu plus fiable que Solana, nous le verrons bien. En tout cas, elle est jeune, donc elle n'a pas encore essuyé de plâtre, donc quoi qu'il arrive, attention, on peut avoir un retour de flamme. Mais bon, de toute façon, même sur Solana, quand on avait eu les retours de flamme, moi je me rappelle sur Raydium, c'était devenu invivable, eh bien le token, il perdait, mais pas non plus énormément, il a perdu petit à petit au fur et à mesure des déboires. Donc même si y a un retour de flamme sur SEI, logiquement, elle ne devrait pas partir à la cave directement, ça devrait se faire petit à petit si c'est comme Solana, mais bon ça, ce n'est que pure supposition de ma part. Allez, je vais terminer maintenant avec les fameux tokens à potentiel. On arrive au bout les amis, on arrive au bout. Alors ici ce sont les tokens qui ont le plus souvent performé dans les Kaiser News. Faut pas trop les négliger non plus, hein. Il y en a quand même quelques-uns qu'on a vu apparaître comme top performeuses, hein, dans le passé, donc c'est pour ça qu'il faut garder un petit œil dessus. Donc nous avons Arc, donc ça j'en ai pas mal parlé dans les Kaiser News, hein. C'est une suite d'outils pour pouvoir créer des applications décentralisées sur n'importe quelle blockchain EVM, et également sur Phantom, BSC et Avalanche avec un outil visuel pour le développement, etc. Donc ça c'est pas mal du tout. Ensuite on a GoChain, qui est une blockchain de layer 1, compatible Web3, Proof of Stake, etc. Faible coût et tout ça, mais uniquement que 15 validateurs. Nous avons Digital Bits, ça permet de créer des actifs numériques autour d'une marque donnée, Rakuten et autres. Ensuite, nous avons Label Foundation, donc ça, ils ont sorti
un applicatif de streaming musical qui s'appelle Trax qui a l'air de bien fonctionner, mais je ne l'ai pas encore essayé, j'ai vu quelques captures, mais en tout cas ça a l'air d'être pas mal du tout. Ensuite nous avons Sound Finance qui est une plateforme de pré-emprunt sur Optimism, et puis Aston Martin Cognizant, ça j'en ai parlé, c'est vraiment du Chili's, les fans d'Aston Martin. Je continue maintenant avec les pre-sales. Donc Love Hate Inu, vous le savez maintenant depuis le temps que j'ai fait des gains dessus. Vous savez également que sur iDodge, je me suis cassé les dents dessus. Digitoad, j'aurais pu faire des gains, mais là, c'est vraiment pas de la faute du token. C'est de ma faute parce que j'avais pas Internet, j'ai pas pu les claimer. Donc ça, c'est vraiment dommage, mais c'est le jeu. Et puis on a Wall Street Memcom. Alors celui-là, il faut vraiment pas que je le loupe. Surtout que je sens bien celui-ci. Fonds, donc ils ont récolté plus de 25 millions de dollars. C'est énorme, mais il faut encore plein de pubs. Il y en a partout, c'est un truc de fou. Donc eux, ça sera le 26 septembre. Le 25, 26 septembre, en tout cas, il y a un compte à rebours qui est mis sur leur site. Tous les jours, je vais le regarder pour être prêt. Et donc ici, on pourra, donc je pense que ça sera claim et trader en même temps. Donc on va utiliser la fameuse stratégie qui consiste à se mettre en hyper agressif, au claim directement les tokens et je les revendrai directement sur le premier exchange venu. Si possible, plutôt on-chain, sinon on ira dans un exchange centralisé, on verra bien. Donc j'espère faire un x2 dans mes gains, on verra bien aussi. Le lien est en description si vous souhaitez encore y participer. Mais là, vous allez avoir un prix du token qui sera le prix qu'il aura à son lancement. Donc à vous de voir. En tout cas, vous avez le lien en description. C'est un lien referral d'ailleurs. Ensuite, nous avons CoinList. Alors j'ai effectivement mis les pre-sales CoinList ici pour vous permettre de percevoir la réalité de CoinList. C'est pas aussi fou que ça en a l'air. Comme vous pouvez le voir ici, déjà notamment au niveau des pre-sales, où j'ai fait quand même plus de pertes que de gains finalement en ayant pu participer aux ventes. Et leur outil de trading, mais il est complètement has-been, contrairement à ce qu'on peut faire ailleurs. Et du coup, ça renvoie une mauvaise image de CoinList. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables de se renouveler. On a eu toute une période de bear market où rien n'a évolué à part leur site, qui est même un peu moins bien qu'avant, qui est un petit peu plus lent qu'avant. En tout cas, Arco est moins 40%. C'est pas compliqué. Je les ai achetés à 20 centimes, je les ai revendus à 10. Bon, heureusement, j'ai vu un airdrop, donc ça, c'était pas mal. Mais encore, je crois même qu'aujourd'hui, elle doit être à 7,5 centimes, etc. Elle a encore baissé, vous voyez. Néon, c'est pareil, j'ai fait à 25% un peu à l'arrache. J'ai conservé un petit peu de mes tokens, mais c'est pareil, il est parti à la cave. Et chez Enflip, du coup, il me paraît beaucoup trop cher, 1,83 $. Les tours de table étaient à 30-50 centimes, donc je ne vais pas y aller. CoinList, voilà, je vais vraiment bien analyser les projets. Avant, j'y allais tout le temps, parce qu'on faisait quasiment que des gains. Maintenant, il faut vraiment les trier, parce que c'est plus le cas. SmartDex, mes petits tokens que j'affectionne tout particulièrement là ici. Alors nous avons SmartDex, donc la vidéo ça y est, elle est prête. Je peux même vous dire qu'elle a été publiée sur YouTube, mais il faut que je retravaille les sous-titres en anglais aussi, qui ne sont pas tout à fait terminés. Et j'ai également un disclaimer à mettre, comme quoi voilà, investir dans la crypto c'est risqué, etc. Mais la vidéo est prête, elle a été complètement finalisée, donc elle va sortir dimanche à 14 h. Et elle dure 1 heure. Donc là, vous avez tout le dimanche après-midi, j'ai pensé à vous pour la regarder, dans votre canapé, tout ça, vous allez être bien. Et vous allez voir, vous allez apprendre plein de choses, et vous allez vraiment bien découvrir le produit, il y aura une démonstration, tout, voilà, logiquement, là, j'ai fait de A à Z. On ne peut pas faire mieux sur SmartDex, en tout cas, je pense pas. Pour le reste, MEV-Free, toujours mon petit token, ça j'aime bien MEV-Free, parce que ça lutte contre la MEV, et ça c'est vrai que c'est quelque chose qui m'agace aussi, qu'on puisse extraire de la valeur de nos transactions, notamment par des bots, les fameuses attaques sandwich. Donc ça lutte contre ça, et je trouve l'idée bonne d'ailleurs. D'ailleurs, SmartDex lutte un peu aussi en partie contre ça, de par intrinsèquement par rapport à comment est fait SmartDex avec les fameuses réserves fictives. Mais ça, j'en parle dans la vidéo, enfin en tout cas, on en parle dans la vidéo, donc vous allez voir. Le petit WinAir, ça c'est mon petit token de gambling. J'espère qu'il va faire des étincelles, celui-ci. On verra bien, Pas mal, ils ont des choses aussi qui, voilà, ils sont assez actifs dans la communauté, il y a des choses qui vont sortir, je le sens pas mal, le petit WinAir. Et puis Lootbot, j'ai misé sur Lootbot plutôt que sur Mbot, j'espère que je vais pas le regretter. Mais Mbot, je sens que c'est un peu border, tous les bots de trading, voilà, ça marche quand il y a... Ça marche bien quand il y a un bull market, mais sinon ça végète un peu. Et là, j'ai encore vu, pour placer 500 $, on a 3 $, c'est pas non plus la panacée. Par contre, Lootbot, là, l'automatiser des tâches, etc. sur plusieurs blockchains, ça peut être pas mal. Nous verrons bien. Voilà, je vous rappelle également que dans cette vidéo, il n'y a pas de sponsoring. Tous les tokens viennent de moi et de mes analyses. Donc, il n'y a aucune société qui m'a appelé pour que je présente leurs tokens ici. Ça, c'est quand même très important de le dire. Et comme je vous l'ai dit au début d'émission, je compte sur vous et votre engagement pour m'aider à propulser ma chaîne un petit peu plus haut encore. Et je vous remercie parce que je sais qu'il y en a quand même pas mal maintenant qui mettent des commentaires et qui like. Ça, c'est vraiment très appréciable et ça m'aide beaucoup. Donc, continuez comme ça, c'est vraiment super. Je vous souhaite donc un très bon week-end. Profitez bien. Et quant à nous, on se retrouve mardi pour un Kaiser News Flash. Bye bye tout le monde.